document qui est assez complet et qui présente en tout cas un certain nombre d'indicateurs pertinents et qui se conforment aux prescriptions légales. Je voudrais néanmoins faire quelques commentaires. En premier lieu, sur le contexte macroéconomique que vous décrivez. Alors, année après année, le rapport comporte un peu plus d'informations, notamment sur la ville elle-même, mais force est de constater que le poids des informations à caractère général occupe encore plus de la moitié du document, 13 pages sur 21, avec des indications qui sont vraiment, je pense, sans intérêt pour notre discussion. Le fait, par exemple, de savoir comment se répartit l'encours de la dette globale des collectivités entre les différents établissements bancaires français ne relève pas d'un caractère essentiel. D'autres, par contre, auraient dû être rappelés, à notre avis, comme ce chiffre qui figure, par exemple, en première phrase du dernier rapport de France Stratégie, intitulé « Où réduire le poids de la dépense publique ?» La France consacre 56,5% de son PIB à la dépense publique, soit le ratio le plus élevé de l'Union européenne. Elle se distingue nettement de ses voisins, avec un niveau de dépenses supérieur de 8 points de PIB à la moyenne des 11 pays d'Europe occidentale. Cette même note de France Stratégie, qui est par ailleurs équilibrée dans ses conclusions, relève également au niveau des frais généraux de fonctionnement, et là je cite, la dérive dans les collectivités locales entre 2000 et 2014. À cet égard, le président de la Cour des comptes reprenait dans un propos très récent cette citation de Paul Valéry, « La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur ». Si le mot rigueur a bien une connotation négative, il faut ici le comprendre au sens d'une gestion publique plus transparente, plus efficace et plus efficiente. J'observe également, si l'on en croit l'étude de la Banque postale que vous citez, que les dépenses de fonctionnement des collectivités auraient augmenté en 2018 de 0,9%, soit en deçà du taux de référence de 1,2% fixé pour la contractualisation avec l'État, ce qui montre bien que les efforts demandés n'étaient pas hors de portée, comme on l'a souvent présenté. Enfin, on ne peut être qu'interpellé également par le fait que ce que l'on appelle la dynamique des recettes fiscales observées dans les groupements de communes, notamment en 2017, qui était de plus 5,9% contre seulement 0,5% pour les communes. Cet indicateur, pour nous, rappelle qu'une partie de la crise actuelle que nous vivons vient du phénomène d'aspiration des grands centres urbains au détriment des périphéries qui ne bénéficient pas de la même dynamique économique. Une ville capitale comme Rennes se doit d'interroger son modèle de développement face à cet écart grandissant avec les zones plus isolées de la Bretagne. Alors, si l'on vient maintenant à la situation de notre ville en cette année 2019, là encore, vous nous fournissez de nombreux indicateurs qui nous permettent d'apprécier la situation financière actuelle de la ville. Nous saluons tout d'abord le maintien souhaité des taux de fiscalité locale. Dans les moments que nous vivons actuellement, toute autre décision aurait sans doute été un bien mauvais signal donné. Vos prévisions vous permettent de tabler sur une épargne brute d'environ 30 millions d'euros, vous l'avez rappelé, pour 2018. Ce chiffre confirme néanmoins une baisse tendancielle depuis 2015, où on affichait 42 millions d'euros, qui est la dernière année comparable en termes de compétences de la ville. Et si l'on examine plus en détail les dépenses, nous avons là aussi quelques observations à formuler. Sur les dépenses de fonctionnement, sur ces mêmes années, 2015 à 2017, elles ont constamment augmenté plus vite que les recettes, avec une évolution programmée de 1,6% au budget 2019, c'est ce que vous nous annoncez, le taux contractualisé avec l'État de 1,3%, certes de compte administratif à compte administratif, est dépassé et ne devrait donc pas laisser beaucoup de marge de manœuvre. D'autant qu'à part quelques taux indicatifs de progression par grande nature de dépenses, vous ne nous donnez pas beaucoup d'explications sur le rationnel des choix opérés. Vous nous renvoyez évidemment à l'étude du budget qui sera présentée le mois prochain. Il nous semble pourtant que la session consacrée aux orientations budgétaires est un moment choisi pour débattre de la structure même des dépenses et de leur adéquation aux objectifs poursuivis. Ainsi, nous aurions par exemple aimé disposer d'une mesure de l'impact de la mutualisation des services avec Rennes Métropole et de ses conséquences sur les économies d'échelle qu'elle aurait dû permettre.
Nous aurions souhaité connaître les conséquences de la transformation numérique sur les services publics et plus largement sur les actions de la ville. Nous n'avons pas non plus d'informations sur la manière dont la ville s'adapte à la transition écologique. Toutes ces grandes questions dépassent l'horizon d'une année et nous considérons que le débat d'orientation budgétaire est le lieu privilégié pour aborder ces thèmes de transformation en profondeur de l'action publique. Concernant la politique d'investissement, vous avez rappelé que vous envisagez une somme de 70 millions pour le budget 2019. À nouveau, la question pour nous sera, comme chaque année, de bien mesurer si ce chiffre correspond à un affichage ou si les dépenses d'investissement effectives seront proches de ce niveau. Le passé a souvent montré des écarts importants au moment du compte administratif. La dette de la ville et la prospective 2023. Force est de constater que le niveau actuel de la dette est supportable, soutenable, comme on dit aujourd'hui, par rapport à la capacité d'épargne. Toutefois, on mesure bien que quelques clignotants vont virer à l'orange prochainement. Tout d'abord, la politique, la pratique des emprunts obligataires dits in fine, qui a permis de réduire sensiblement les remboursements annuels de ces dernières années, va tout de même se traduire par de forts remboursements de plus de 20 millions par an à partir de 2020 et ce jusqu'à 2024, alors qu'on n'avait remboursé que 12 millions en 2018. L'écart avec l'épargne brute, 30 millions, va donc se resserrer. Cette situation va se matérialiser d'une part par une élévation sensible du taux concernant la capacité de désendettement de la ville, vous l'avez rappelé, il va s'élever à 6,8 années, proche du seuil d'alerte, c'est comme ça que vous l'avez évoqué, de 8 ans, et d'autre part par une baisse graduelle des investissements que vous n'avez pas évoqué, puisqu'après 2019, ceci reviendrait, selon vos prévisions, à un niveau de 55 millions par an, soit une baisse de plus de 20% par rapport au niveau actuel. Vos successeurs auront donc moins de marge de manœuvre. Quant aux grandes évolutions du budget de fonctionnement pour les années 2020 à 2023 que vous présentez, elles ne sont que la traduction finalement d'indices de variation annuelle sans réelle réflexion sur la structure de ces dépenses. Alors je vous renvoie à mon commentaire précédent sur l'occasion manquée d'avoir un vrai débat sur les objectifs de l'action publique et les ressources qui y sont consacrées. C'est bien dommage, et c'est un comptable qui vous parle, c'est bien dommage de s'en tenir à une présentation strictement comptable. J'en viens maintenant à la dernière partie de votre rapport sur les dépenses de personnel. Sur ce point également, vous vous contentez de nous donner quelques informations, mais sans commentaire sur les questions que posent les tableaux qui sont produits. Comme par exemple l'adaptation, comment allons-nous adapter la gestion et les politiques de ressources humaines à une population où les employés de plus de 50 ans représentent maintenant plus de 40% de l'effectif, et ceux de moins de 30 ans seulement 6%. Comment s'adapter et se former aux changements dans les missions, dans les outils, à la suite de la numérisation de plus en plus grande des tâches et des services rendus? Toutes ces questions dépassent l'horizon de l'annualité budgétaire. Là encore, la session consacrée aux orientations budgétaires aurait été un moment idéal pour en débattre. Pour conclure, dès le préambule du rapport, donc ce n'est pas une surprise, on comprend que ce document n'a vocation qu'à répondre à une obligation formelle. C'est une sorte de figure imposée. Et au final, là où ailleurs on parle actuellement de grands débats, vous nous proposez somme toute un petit débat d'orientation budgétaire, ce que nous regrettons vivement. Merci. Merci, Monsieur Le Gargasson. Merci, Madame. Madame la maire, chers collègues, Monsieur Marquet.